Ok, donc juste en guise d'introduction, se dire qu'aujourd'hui pour la filière vin, ben ça fait déjà pas mal d'années que c'est c'est plutôt un thème d'actualité, mais il est aujourd'hui, à mon sens, l'heure d'assumer et d'agir. Et j'ai voulu illustrer ça par trois volets. Le premier, c'est sur votre droite, vous voyez une référence que j'ai reprise de RVF, assez récente, le juin 2017, dont le journaliste a communiqué, bon, notamment sur les vins nature, puisqu'on est aujourd'hui dans un contexte de réduction, notamment des sulfites. Et forcément, cette réduction de sulfite a vu l'apparition encore plus de défauts dans les vins, et notamment ceux de Brettanomyces. Et puis donc, il aborde le thème en communiquant sur le fait qu'aujourd'hui, il faut assumer ses goûts d'écurie, ses goûts de terroir issus des Brettanomyces, et plus confondre dans le fait que ce soit juste un goût de terroir, mais bien communiquer sur le fait que ce soit un défaut, en prendre conscience et agir pour y remédier. Également, une autre illustration pour y remédier. Également, une autre illustration, c'est plutôt au niveau légal, au niveau réglementaire, puisque l'OIV en 2014 a réétabli un code des bonnes pratiques vitivinicoles pour limiter la contamination des brettes. Et puis, pour terminer, bien prendre conscience également que le marché est conscient de ces défauts-là. Et notamment, j'ai repris une communication d'une journaliste de Winemaking en 2014 qui mentionnait que les USA seraient potentiellement capable, à un moment donné, de réguler les importations selon les quantités d'éthylphénol et selon les contaminations de Brettanomyces des vins. Voilà. Donc, voilà, je pense qu'il est l'heure d'assumer et d'agir en conséquence pour toute la filière pour résoudre ces problèmes de Brettanomyces. Juste pour rappel, les voies de formation des éthylphénols concernant les vins rouges. Donc, on part des esters d'acide cynamique, qui va être hydrolysé en acide phénol libre, et puis par le jeu successif de levure POF+, et de Brettanomyces, ou uniquement de Brettanomyces, qui va être capable de réaliser les deux réactions en chaîne, on va passer des acides phénol libres au vinylphénol volatile, qui vont être en aparté odorants sur les blancs et les rosés, et puis la seconde réaction, qui sera uniquement réalisable par Brettanomyces, pour la formation à partir du vinylphénol, des fameux éthylphénols volatiles, aux odeurs caractérisées d'animal, d'odeur animale, de cuir et d'écurie de cheval. Également, donc, on en parlait sur l'introduction, dans les vins dépourvus de sulfite pour la vinification de l'élevage, on a vu beaucoup réapparaître ces dernières années par notamment l'effet de la Brettanomyces, mais également de lactobacilles, sur on va dire, des mécanismes plutôt conjoints, la réapparition et la recrudescence d'arômes qu'on appelle des tétrahydropyridines, qui sont caractéristiques du goût de souris. Et donc, les Brettanomyces sont impliqués, caractéristiques du goût de souris. Et donc, les Brettanomyces sont impliqués. Voilà, donc ça, c'est un thème aussi d'actualité. Et puis, les Brettanomyces, il faut savoir qu'elles sont aussi productrices d'acétate d'éthyle, d'acide acétique, d'acide gras décanoïque, donc avec des odeurs caractéristiques de savon, l'acide valérique plutôt sur le fromage, le rance, etc. Donc, il y a pas, on est très focalisé sur le côté écurie, mais il y a aussi d'autres désagréments par le métabolisme de la Brettanomyces. Maintenant, on fait un focus sur l'effet du SO actif vis-à-vis des Brettanomyces, sur des travaux qu'avait réalisé Coulon en 2011. On voit ici, donc, vous avez 3 souches de Brettanomyces, et donc on voit en ordonnée, c'est la limitation des populations de Brettanomyces. En abscisse, vous avez les quantités de SO2 actifs, donc de 0 à 0,8 mg par litre. Et puis donc, l'évolution, leur diminution de population dans le temps. Vous avez en bleu 10 jours, en rouge 20 jours, et en vert 30 jours de traitement. Donc, rapidement, isolement, on voit bien. Donc, rapidement, isolement, on voit bien qu'il y a des souches, puisque, notamment, si on prend la souche de droite, la L0516, on voit bien que l'effet du SO2 est très limité. On a beaucoup moins d'effet sur la limitation des populations par le SO2. Voilà, donc un effet souche dépendant. Et puis, également, donc ici, vous avez l'effet du SO2 sur la capacité des Brettanomyces à produire plus ou moins d'éthylphénol ou d'éthylglycol. Donc, vous avez 2 cas. Le premier en bleu, c'est dans des conditions inférieures à 0,8 mg par litre de SO2 actif. Donc, on voit que dans ces conditions-là, toutes les souches, en différentes concentrations de SO2 actif, vont être capables de produire des grandes quantités d'éthylphénol et d'éthylglycol dans des, on va dire, des fourchettes de production, de concentration d'arômes assez proches. Par contre, dès qu'on va être dans des concentrations supérieures, donc autour des 0,8 mg par litre, qui sont données comme bien suffisantes en général pour réguler, inhiber les Brettanomyces, on va voir que les Brettanomyces
on va voir que sur ces 3 souches, il y en a 2 qui vont totalement réagir finalement et ne pas être capable de produire d'éthylphénol, et bien une, celle qu'on a vue qui était moins inhibée par le SO2, la N0516, qui elle va être capable de produire de bonnes quantités, malgré un 0,8 mg par litre de SO2 actif, qui est relativement haut. Donc ça montre finalement que le SO2 a un effet limité sur la population de Brett, un effet souche dépendant, et puis également sur la capacité des Brett à produire des éthylphénols. Maintenant, si on fait un focus sur le SO2 actif et le pH des vins, donc en effet, si on prend une donnée qui est communément établie pour dire que 0,6 mg par litre en général, malgré les variations précédentes, le SO2 actif permettrait de diminuer les Brettanomyces. Pour atteindre ces 0,6 mg de SO2 actif, il faut, à 20 degrés pour un vin de 12% d'alcool acquis et un pH de 3,5, il faut 24 mg par litre de SO2 libre. 24 mg par litre de SO2 libre. Donc ça, on va dire que c'est des conditions plutôt normales. Et 24 mg par litre de SO2 libre, c'est largement atteignable, qu'on soit dans une vinification, on va dire, dans un process traditionnel, conventionnel, ou qu'on soit déjà dans une démarche de réduction des sulfites, c'est quelque chose qui va être atteignable. Par contre, quand on va atteindre des pH un peu plus hauts, donc quand on va se positionner sur des pH autour de 4, on va voir que dans ces mêmes conditions, à 20 degrés et 12% d'alcool, on va nécessiter 66 mg par litre de SO2 libre, qui est, dans les deux cas, qu'on soit en conventionnel ou en réduction des sulfites, quasi inatteignable, ou même pas considérable comme raisonné dans une vinification de qualité. Donc en effet, on voit ici que selon le pH, le SO2 vis-à-vis des Brett va être très influent, et donc il va falloir favoriser sur les vins, si on veut limiter les croissances et les populations de Brett, et les populations de Brett, favoriser des pH plutôt inférieurs à 3,6 pour être dans des franges de SO2 atteignables. Maintenant, un focus sur les outils préventifs en vinification pour réduire les populations de Brettanomyces et les concentrations du coup d'éthylphénol. Donc pour plutôt jouer sur les concentrations d'éthylphénol en partant du postulat qu'on peut avoir une contamination de Brett, donc on va ici pouvoir jouer en évitant de produire ces substrats de Brettanomyces. On va tenter de réduire les concentrations d'éthylphénol. On va pouvoir le faire en limitant le ramassage en surmaturité. On sait que plus on va être en surmaturité, plus on va favoriser les concentrations d'acide phénol. On va également pouvoir jouer en utilisant des enzymes qui sont dépourvues d'activité cynamylestérase. Et puis, on va pouvoir également utiliser des souches de levure sélectionnées qui seraient POF négatives, donc incapables de former des vinylphénols. Avec un bémol là-dessus, puisqu'il a été montré que le Brettanomyces est capable de faire en chaîne les deux réactions, production de vinylphénol et de manière induite par la suite la production des éthyles. Donc voilà, une réserve là-dessus, c'est surtout valable pour les vins blancs et pour limiter l'apparition des vinylphénols aux odeurs de gouache et de peinture sur les vins blancs. Au niveau de la limitation des contaminations Brettanomyces, il va falloir jouer sur l'état sanitaire de la vendange, ça c'est primordial. On sait que selon des études qui sont plutôt variantes, mais que certaines souches de Brettanomyces présentes au vignoble se retrouveront chez et dans les vins finis. Donc il faut limiter l'apparition du botrytis, qui est une porte d'entrée finalement à tous les micro-organismes d'altération, dont la Brettanomyces. Ça c'est un point clé. L'hygiène de la cave, il faut qu'elle soit super rigoureuse. Ça c'est aussi très important dans le sens où beaucoup de Brettanomyces retrouvés sur les vins sont aussi retrouvés sur les matériels binaires, d'une année sur l'autre notamment. Donc l'hygiène est primordiale dans cette stratégie-là. Et puis j'ai mis entre parenthèses la bonne gestion du SO2, tout simplement parce qu'aujourd'hui on essaie de limiter l'effet du SO2 et qu'on a vu que malgré tout, il était assez limité dans ses effets vis-à-vis des Brettanomyces. Enfin, il va falloir réduire sa niche écologique. On va réaliser cela par la bioprotection réalisée sur raisin. Donc, ça pourra faire l'office d'une présentation d'un futur webinaire de la Montalier au cours de l'année 2018, puisqu'on va être capable aujourd'hui d'apporter des levures non Saccharomyces, notamment des Mechnicovia pulcherrima dans notre cas, pour inhiber les populations, limiter les populations indigènes, et notamment Brettanomyces. On va également devoir gérer de manière bien gérer ces fermentations, qu'elles soient alcooliques ou malolactiques. Gérer bien ces fermentations, ça veut dire apporter les bonnes doses de levure, ou si on est un indigène, faire en sorte qu'on ait les bonnes populations. Bien nourrir ces levures, avoir des fins de fermentation très franches. Et puis également, quand on dit les fermentations, ça inclut la fermentation malolactique
Et donc, on va favoriser dans ce cas-là, pour réduire l'espace entre fermentation alcoolique et malolactique, les co-inoculations de bactéries, en privilégiant une co-inoculation plutôt précoce, dans les quelques heures, avec un ajout de bactéries dans les quelques heures qui suivent le départ en fermentation active. Voilà. Et donc, en respectant un petit peu toutes ces règles, on va bien réduire la niche écologique et les portes d'entrée potentielles pour les Brettanomyces. Maintenant, si on s'intéresse aux outils préventifs en élevage, donc le point important, c'est la gestion de l'oxygène et faire attention aux flux neufs qui sont en général plus vecteurs, en général c'est écrit, plus vecteurs de dissolution d'oxygène que les flux plus usagés. Bien surveiller les lits, puisqu'on sait que les lits sont plus chargés, on va dire, en micro-organismes d'interaction, notamment Brettanomyces. Bien faire attention à l'hygiène des fûts, ça aussi, très important. Sur les fûts usagés, bien faire attention, les pores du bois peuvent être des sources de niche, des sources de niche pour les Brettanomyces. Donc il y a des pratiques qui sont, et des études qui ont bien montré, notamment l'effet de la vapeur, etc., le traitement de la vapeur pour bien réduire les contaminations de Brettanomyces. Pratiquer des soutirages si on le peut sans oxygène, voilà, plutôt apporter de l'oxygène maîtrisé, par un micro, des choses comme ça. Mener une vigilance supérieure sur les vins de presse. On sait que les vins de presse sont plus chargés. Également, ils ont des pH en général qui sont plus hauts, donc plus susceptibles, si on a un travail avec le SO2, plus susceptibles de moins réagir face au SO2 pour les Brettanomyces. Attention aux vins douillages, qui sont en général dans des gares de vin, plus soumis à l'oxygénation, peut-être plus en vidange, et donc qui sont susceptibles également d'être source de contamination. Et puis la température d'élevage est à prendre en compte, puisque on sait que plus la température d'élevage sera haute, et plus ce sera vecteur de croissance et d'activité métabolique de la Brettanomyces, qu'on va favoriser leur croissance et leur développement. Maintenant, une illustration d'un des moyens curatifs en élevage pour diminuer les populations de Brettanomyces. Donc, vous avez un exemple ici d'un essai de collage. On est sur un témoin qui a 31 000 colonies par millilitre, sur un qui était soutiré mais non collé. Et puis, simplement par le traitement avec une gélatine à 2 centilitres hecto ou à 4 centilitres hecto, on voit bien le gros impact de réduction sur les populations. Donc, ça ne permet pas de détruire totalement les populations, mais ça permet d'en réduire déjà pas mal le niveau et de pouvoir, par derrière, par d'autres techniques, peut-être réduire carrément à zéro ces populations. Maintenant, au niveau des méthodes physiques disponibles, on va retrouver la filtration, on va réaliser des filtrations stérilisantes. À partir du moment où la porosité stérilisante, à partir du moment où la porosité des médias filtrants seront inférieures à 1 micromètre, dans le sens où les formes viables non cultivables des Brettanomyces ont des tailles plus petites que les Brettanomyces, on va dire, en pleine vie, et donc il va falloir filtrer en dessous de 1 micron. À savoir que la microfiltration tangentielle est la plus pertinente dans ce cas-là. Et puis, on va également pouvoir réaliser des flash pasteurisations avec des températures supérieures à 72 degrés. Alors, les avantages et les inconvénients de ces pratiques-là physiques, c'est que, alors, déjà, l'avantage, c'est qu'elles sont très efficaces, si elles sont bien menées. On dénote quand même des impacts organoleptiques directs. Une filtration n'est pas neutre, surtout si elle est réalisée très précocement en élevage. On va un peu dépouiller les vins, et les vins seront moins armés pour mieux supporter leur élevage. Et puis concernant la flash pasteurisation, après, si c'est bien mené, les effets sont assez limités, mais si les montées en température et le refroidissement sont mal gérés, en effet, on peut avoir des pertes aromatiques, on peut avoir des différents désagréments. Le plus gros inconvénient de ces méthodes, c'est qu'elles ont un vide microbiologique total, et que dans le cas où on est en début d'élevage, il va falloir derrière une très grosse précision, être irréprochable sur toutes ces étapes d'élevage, puisqu'on va être soumis sinon à des explosions microbiologiques si on a des recontaminations. On est sur une niche vierge, et donc très propice au développement de micro-organismes, dont les Brettanomyces. Donc maintenant, on va faire un focus un peu plus précis sur une solution à notre disposition depuis quelques années, qui est le chitosane, pour diminuer ces populations de Brettanomyces à la fois en curatif et en préventif en élevage, avec un focus ici sur la législation, pour bien se rendre compte qu'au niveau de la réduction des micro-organismes indésirables, la législation nous a donné une limite maximale acceptable de 10 grammes par hecto. Donc, un focus sur la molécule de chitosane, donc c'est un polysaccharide naturel,
de N-acétyl-D-glucosamine, donc qui peut être issu d'acétyl-D-glucosamine, donc qui peut être issu de différentes sources, de sources animales, d'insectes, de crustacés. Nous, concernant l'œnologie, et la seule forme autorisée, ça va être une source fongique, issue d'Aspergillus. Et puis, on pourra le retrouver également du chitosane issu d'algues ou d'autres micro-organismes. Le chitosane est obtenu par désacétylation de la chitine, donc vous avez les fonctions acétylées entourées en vert, donc par un travail de base plus de température assez haute, on va désacétyler la chitine, on va former le chitosane. Alors comment différencier la chitine du chitosane? C'est le degré de désacétylation qui va le réaliser. Donc quand on est au-dessus de 60-70% de désacétylation, le produit ne s'appelle plus de la chitine, mais devient du chitosane. Voilà. Donc on va avoir ces fonctions NH2 qui vont être du coup libérées, et ces fonctions NH2 au pH du vin vont se charger positivement, ce qu'on voit ici sur l'animation, et donc elle va avoir une certaine réactivité avec les composés chargés négativement, notamment les micro-organismes qui vont être au pH du vin chargés négativement. Voilà. Notamment les micro-organismes qui vont être au pH du vin chargés négativement. Voilà. Donc un mécanisme très simple, basé sur des fondements électrostatiques. On va maintenant son mode d'action. Donc son mode d'action, le premier effet, ça va être un effet physique. Donc, on voit sur ces images, donc à gauche, vous avez un témoin, sans traitement en chitosane, avec des cellules mortes de Brettanomyces, des cellules vivantes. Et puis à droite, la même vision après traitement en chitosane, alors sur une grosse dose, qui est ici de 40 grammes et tout, c'est des conditions de laboratoire, où on va voir donc un amas avec du chitosane et des cellules de levure mortes. Et également, on va pouvoir observer autour de ces amas des cellules vivantes et des cellules mortes. Donc, on a un contact direct avec la levure du chitosane, on va avoir une sédimentation de cellules par ces amas, donc on va pouvoir derrière réaliser des structurages après traitement. Et puis la réaction est potentiellement réversible. Ça, on l'explique par les cellules qu'on voit se promener autour. Certaines cellules mortes se retrouvent non agglomérées au chitosane, donc pour améliorer cet effet-là, on va essayer de travailler par des ajouts d'enzymes. Donc, pour améliorer cet effet-là, on va essayer de travailler par des ajouts d'enzymes pour améliorer la précipitation. Maintenant, sur cet effet physique, un focus également sur la variabilité de l'effet du chitosane par rapport aux souches. Donc, vous avez des travaux également menés en 2014 qui vous montrent ici, par rapport aux potentiels états, donc à la charge globale de différentes souches de Brettanomyces, vous avez 3 souches dans le tableau, on voit bien qu'elles ont des potentiels états différents. On va de moins 3 à moins 7,8 millivolts en potentiels états, quand on voit que le chitosane, lui, est plutôt chargé autour des 16 millivolts, donc une charge positive. En fait, ici, l'intérêt, c'est de voir que plus le potentiel d'état est faible, donc plus elle est chargée négativement, la Brettanomyces, plus la viabilité sera faible. C'est-à-dire que plus elle va réagir le chitosane, plus on va perdre en viabilité. Plus l'effet du chitosane sera du coup efficace. Voilà. Donc, on trouve aussi ici une explication par moment en variabilité de réaction des traitements au chitosane sur le terrain, puisqu'il y a vraiment une variabilité de réaction au chitosane. Des traitements au chitosane sur le terrain, puisqu'il y a vraiment une variabilité de réaction au chitosane selon les souches. Maintenant, on va également observer sur ces travaux de bibliographie un effet plutôt biologique du chitosane sur les Brettanomyces. Et on va caractériser ici, finalement, on va montrer l'effet de lyse cellulaire qu'on va pouvoir avoir via le chitosane. Et on va observer ça par la libération dans le contenu, dans le milieu extracellulaire, l'ATP. L'ATP, c'est l'énergie contenue dans les cellules des levures. Et donc, en effet, ici, on illustre le fait que, donc, dans le temps, on est sur des temps assez courts, de 3 heures de contact, sur un témoin, une dose de 10 et 40 grammes de chitosane, pour une quantité assez importante de Brettanomyces au départ de 18 fois 10 exposant 6. On voit l'évolution de la libération de l'ATP dans le milieu extracellulaire. Et donc, on voit bien que c'est dosage dépendant et que ça augmente au fur et à mesure du temps. Donc ici, on illustre bien le fait que les membranes, et que ça augmente au fur et à mesure du temps. Donc ici, on illustre bien le fait que les membranes de la Brettanomyces vont être altérées et qu'on va avoir une libération de ce contenu cellulaire dans le milieu, et donc qui illustre également leurs caractéristiques de leur mortalité. Donc le mode d'action en résumé, ça va se faire en 2 phases. Une réaction électrostatique entre la brette et le chitosane. On va avoir une interruption du métabolisme par lyse cellulaire. Et puis un second phénomène qui va être l'adhérence, donc l'agglutination et la sédimentation, pour l'élimination des complexes chitosane et brette par ce tirage. Illustré sur cette microscopie électronique. Maintenant, en pratique et dans nos conditions à nous de terrain, donc ici on a une illustration par un essai qui a été mené sur un vin naturellement contaminé, avec une concentration à 10 exposant 2 dans le surnageant et 10 exposant 3 dans les lits.
Donc on dit bien ici le fait qu'on a toujours plus de population dans les lignes de même vin que dans le surnageant. Et donc on voit bien ici par rapport aux témoins, donc il y a des dans le surnageant. Et donc on voit bien ici par rapport aux témoins, donc il y a des duplicata sur chaque dosage, qu'une dose de clitosan de 4 grammes hecto permet en 6 jours, sur le surnageant, d'avoir réduit en ayant totalement les populations de Brettanomyces, et puis pour les lits, ça sera plutôt autour des 15 jours. Voilà. Donc sur un délai qui nous convient bien en termes de vinification sur nos flux, sur nos tempos de travail, sur nos timings de travail, voilà, le clitosan à des doses finalement plutôt faibles va permettre d'être totalement efficace et de traiter totalement les populations de Brettanomyces. En pratique, et donc un curatif, ici pour illustrer qu'on va pouvoir bouger le dosage du clitosan selon ses objectifs, selon les effets recherchés. Donc, on va généralement, la dose usuelle du clitosan va être, quand il est pur, de 4 grammes hecto. Si on veut accélérer la cinétique de réaction, et c'est illustré sur le graphique ici, avec une population initiale autour des 3000 cellules par millilitre, on voit bien que quand on va additionner ici, avec une population initiale autour des 3000 cellules par millilitre, on voit bien que quand on va additionner une enzyme, donc, qui est un assemblage de pectinase et de glucanase à 10 grammes hecto, on va accélérer la cinétique. Donc, si on veut aller plus vite, prendre moins de risques et limiter la possible production d'éthylphénol dans ce temps de traitement par Brettanomyces, on va pouvoir accélérer la réaction par un ajout d'enzymes de mélange de pectinase et de glucanase. Et puis, si on est plutôt dans une volonté de diminuer le coût, puisque le clitosan est quand même assez onéreux, on va pouvoir jouer en baissant un petit peu la dose de clitosan, en augmentant la dose d'enzyme. Et donc, ça, c'est la troisième proposition, qui est, de manière visuelle, du clitosan à 2 grammes hecto, quand on a des concentrations relativement limitées en Brettanomyces, et jouer sur les pectinases un peu plus concentrées. Seconde façon d'aborder le traitement en pratique, on va pouvoir adapter la dose également à la contamination initiale en Brettanomyces. Donc, on a imaginé 3 types de contamination, une modérée à 10 exposant 2 cellules par millilitre, une plutôt forte à 10 exposant 3, et une modérée à 10 exposant 2 cellules par millilitre, une plutôt forte à 10 exposant 3, et une très forte au-delà des 10 exposant 4 cellules par millilitre. Et donc, vous retrouvez ici les préconisations qu'on va pouvoir apporter, issues de travaux donc, de développement. Donc, toujours cette dose efficace de 4 grammes hecto, qu'on va pouvoir monter jusqu'à 6 grammes hecto dans des concentrations très fortes, dans des cas de concentration très forte. Et après, on va jouer pour des solutions cardiaques moins chères avec différents ajouts de pectinase et des réductions de dose de clitosan. Voilà. Et ça, vous le retrouverez sur la rediffusion et sur l'enregistrement de la présentation. Donc, pour conclure sur l'application curative du clitosan, on va avoir un usage qui va pouvoir se raisonner, puisqu'on va pouvoir faire varier la dose par rapport à des analyses microbiologiques, il y a des concentrations de Brettanomyces. On va pouvoir adapter le moment. Alors, le mieux aujourd'hui, la meilleure application, ça va être après l'AML, les pendant le levage. On verra aussi pourquoi après. C'est un outil curatif efficace sans modification organoleptique. On n'a jamais relevé de modification organoleptique, donc ça, c'est plutôt positif. Surtout vis-à-vis des méthodes physiques qu'on a évoquées, jamais relevé de modification organoleptique, donc ça, c'est plutôt positif. Surtout vis-à-vis des méthodes physiques qu'on a évoquées en début de présentation. Et puis, donc, on va pouvoir associer les pectinases et les glucanases pour accélérer la lyse et la sédimentation. Maintenant, des travaux de bibliographie qui montrent l'effet également du clitosan sur les Brettanomyces qui ne sont pas seulement en phase stationnaire, mais en phase de croissance. Donc ici, vous avez différentes modalités, un témoin, un traitement à 4 grammes hecto, un autre traitement à 40 grammes hecto. Et donc ici, vous avez notamment donc, en blanc et en blanc taché, ça va être les cellules mortes ou les cellules semi-mortes, en état de mortalité avancée, dirons-nous, et en vert, on avait les cellules vivantes. Et donc, on voit bien que déjà, par un traitement à 4 grammes hecto, on a une très bonne réduction des cellules de Brettanomyces quand elles sont en phase de croissance. Il y a 40 grammes hecto, on ne voit plus aucune cellule. Donc, ça confirme bien que le clitosan va pouvoir s'envisager également dans un aspect préventif. À partir du moment où on pourrait imaginer que le clitosan va pouvoir s'envisager également dans un aspect préventif. À partir du moment où on pourrait imaginer une recontamination de Brettanomyces qui serait plutôt dans une phase de croissance. Donc, quand on aborde le thème préventif, donc il y a des travaux qui ont été réalisés en 2016, et donc on aborde maintenant, quand on veut utiliser le clitosan préventif, les aspects de rémanence. On va additionner ce produit-là en imaginant qu'on puisse avoir une contamination, une recontamination de ces vins, et donc il faut déterminer pendant combien de temps, combien de mois finalement, le clitosan en suspension dans le milieu va pouvoir agir face au Brettanomyces. Donc aujourd'hui, on sait que pendant 4 mois, on va être plutôt tranquille, puisqu'il y a des données qui montrent que voilà, durant les 4 mois, il n'y a pas de recontamination, de recroissance des populations. Maintenant, il va falloir voir dans le temps si on peut allonger ce délai.
Comment on peut l'expliquer? Donc, on est juste au niveau des hypothèses, hein, mais on pense que le chitosane contient des particules de différentes tailles, ça on le sait, et on pense que les plus petites doivent sédimenter plus lentement, et protégeant ainsi le même. Le chitosane contient des particules de différentes tailles, ça on le sait, et on pense que les plus petites doivent sédimenter plus lentement, et protégeant ainsi le même. On soupçonne également d'avoir finalement des fractions solubles dans le chitosane qui pourraient jouer ce rôle de rémanence. Et puis, s'il y a un développement, en général, il y a production d'éthylphénol. Il n'y a pas production d'éthylphénol. Pourquoi? En fait, le métabolisme du bêta-amyloïdase est affecté, on l'a vu, on a une lyse cellulaire, on a un relâchement de l'ATP dans le milieu extracellulaire. Donc, l'activité enzymatique doit être réduite et donc des transformants membranaires dégradés qui fait qu'elle ne soit plus capable de produire d'éthylphénol. Maintenant, juste un aparté, bien mettre ancré dans différentes têtes, finalement, que le chitosane agit sur le bêta-amyloïdase, mais n'agit pas sur les éthylphénols à partir du moment où ils sont formés. Voilà, donc c'est juste pour illustrer ici par un résultat d'essai que le traitement chitosane ne fait pas évoluer les concentrations d'éthylphénol. On traite les bêta-amyloïdase, mais les concentrations d'éthylphénol, il faudra les gérer par d'autres moyens, notamment par de l'osmose inverse liée à un traitement au charbon. Après, les concentrations d'éthylphénol, il faudra les gérer par d'autres moyens, notamment par de l'osmose inverse liée à un traitement au charbon, apparu l'an dernier ou il y a 2 ans sur Analogie. Maintenant, on va terminer juste pour un peu amener des perspectives à l'utilisation du chitosane au-delà des bêta-amyloïdase et regarder sur les travaux de Massy en 2014 quel est l'effet du chitosane sur les autres micro-organismes et notamment ici la Saccharomyces cerevisiae. Donc, c'est abordé sur le volet de la concentration minimale de chitosane pour inhiber tel ou tel micro-organisme. Dans ces essais-là, dans les conditions de laboratoire, il a fallu, pour inhiber, avoir un effet sur les Saccharomyces cerevisiae, plus de 200 grammes par hecto de chitosane, ce qui est relativement important en termes de dosage et au-delà des doses préconisées au niveau légal. Sur les autres micro-organismes, maintenant, donc vous avez ici des Saccharomyces, vous avez les lactobacilles, le lactobacille plantarum en bleu, un autre lactobacille en violet, et puis ce qui nous intéresse surtout ici, ça va être le Nococcus sonique en vert, et on voit ici un lactobacille en violet, et puis ce qui nous intéresse surtout ici, ça va être le Nococcus sonique en vert, et on voit ici, si on compare dans ces conditions d'ECA, le dosage nécessaire pour inhiber dans ces conditions-là les bêta-amyloïdase, il faut 20 grammes hecto, et on voit qu'il faut exactement le même dosage pour inhiber les bactéries lactiques. Donc ça veut dire que, a priori, et ça on le sait aussi par le terrain, les bactéries lactiques sont aussi sensibles que les bêta-chitosanes. Ce qui sous-entend en effet qu'il va falloir traiter ces bêta-amyloïdase post-FML et qu'on aura du coup des difficultés à traiter avant FML sur la contamination. Voilà. Et puis, ça donne aussi d'autres perspectives. Quand on voit l'effet plutôt important sur des lactobacilles ou sur l'Ancinas florivarum, on peut également imaginer des possibles traitements sur mou de chitosane à des fins de bioprotection, etc. Voilà. Donc ça peut être des perspectives pour l'avenir. Maintenant, en guise de conclusion, et en résumé, donc on va bien falloir dans cette gestion du bêta-amyloïdase, dans cette limitation des populations limitées. Maintenant, en guise de conclusion, et en résumé, donc on va bien falloir dans cette gestion du bêta-amyloïdase, dans cette limitation des populations, limiter leur implantation dès le ramassage des raisins, je dirais même dès le vivant, puisque on a vu que l'état sanitaire était important, on va falloir limiter l'ocytis, et puis à toutes les étapes de la vinification pour éviter leur développement. Sur des populations de bêta-amyloïdase post-FML, on va traiter donc le chitosane de manière efficace, et on va adapter selon les objectifs et les niveaux de population le dosage. Il va falloir soutirer et par la suite contrôler le niveau de population. Bien vérifier que le fonctionnement est efficace, on a vu un effet souche également. Maintenant, pour éviter toute recontamination, on va traiter au chitosane de manière préventive, ça va être possible, c'est des choses qui se font énormément aujourd'hui. Il va falloir réaliser un brassage régulier du volume de la cuve, puisqu'on va avoir une certaine précipitation finalement du chitosane, qui est une grosse partie insoluble. Et puis également, il va falloir réaliser un contrôle régulier, alors ça va être 1 fois par semaine, ça peut être 1 fois par mois. Voilà, donc ça va être sur cet ordre d'idée, il va falloir amener des moments de pointage, il va falloir réaliser un contrôle régulier, alors ça peut être 1 fois par semaine, ça peut être 1 fois par mois. Voilà, donc ça va être sur cet ordre d'idée, il va falloir amener des moments de pointage des populations. Essayer de ne pas traiter la réalisation de la FML, à moins qu'on veuille décaler sa FML, qui est le cas pas mal de vignerons en Bourgogne. Donc voilà, ça peut se faire, mais si vous réalisez une FML assez tôt, c'est pas conseillé. Maintenant, les perspectives, on les a abordées sur les derniers aspects, ça va être le traitement des populations autres que le bêta-amyloïdase post-FML. On pense aux bactéries acétiques, aux bactéries lactiques, aux lactobacilles, même si sur les bactéries acétiques, ce qui est important finalement dans ces voies de vinification avec ou moins de SO2, il y a peu de données bibliographiques disponibles. Voilà. Donc encore pas mal de travail concernant sur ce thème-là. Voilà. Donc j'en ai terminé pour la présentation. Je vous remercie pour votre attention.